La recherche européenne à 50 ans, c'est le thème de cette édition de Futuris. Une histoire riche et d'importants défis à relever pour l'avenir. La recherche européenne célèbre cette année son 50e anniversaire. 25 mars 1957, les 6 pays fondateurs de l'Union donnent naissance à la CEE en signant le traité de Rome. Le même jour, ils créent l'Euratom, axé sur l'énergie nucléaire. Depuis, les avancées se sont multipliées. Le Concorde, le GSM ou le World Wide Web sont notamment les fruits de cette coopération. La recherche a grandi en même temps que la communauté européenne. 50 milliards d'euros lui seront alloués d'ici 2013. Mais cela sera-t-il suffisant? À Paris, les chercheurs en herbe soulignent l'importance des investissements communautaires. S'il n'y a pas la recherche européenne, il n'y a pas vraiment de recherche en France. C'est sûr que ça permet d'augmenter la capacité de la recherche et donc pour nous, ça permet d'avoir peut-être plus d'emplois dans le futur. Au niveau de la recherche, on voit qu'il y a beaucoup moins de femmes. Au niveau des prix Nobel, c'est surtout les hommes. Et je pense qu'ils devraient aider à créer des postes pour les femmes et au niveau des salaires aussi, un peu plus d'égalité. C'est dans un lieu chargé d'histoire que ces étudiants de l'école supérieure de physique et de chimie industrielle apprennent leur métier. Ici, Marie Curie a mené les travaux sur le radium qui lui ont valu 2 prix Nobel. Et c'est dans cet évier encore en usage que le physicien Paul Langevin a découvert les ultrasons. Cet institut a connu une véritable mutation avec l'arrivée des capitaux européens. Pierre Papon est professeur émérite à l'ESCPI. Au cours de sa longue carrière, il a été témoin du développement de la recherche continentale. Mon laboratoire était ici, je dirais, dans un sous-sol de ce bâtiment qui a été transformé. Je me souviens qu'il y a une trentaine d'années, les instrumentations scientifiques étaient développées, certes, mais il n'y avait aucun ordinateur, aucun microprocesseur intégré à cette instrumentation pour automatiser la prise de données, le traitement des données. Et là, je dirais que l'émergence de l'informatique intégrée à une instrumentation scientifique a été un progrès considérable qui a changé en grande partie l'expérimentation. Pour en arriver là, il a fallu surmonter les obstacles. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les installations scientifiques européennes sont dévastées, les universités, les laboratoires, tout était à reconstruire. C'était une recherche de découverte à partir, je dirais, de grandes questions scientifiques qui étaient posées par les progrès de la science dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, des mathématiques aussi. Et puis il y a aussi un peu une recherche systématique, effectivement, à travers des programmes qui ont été lancés par les institutions européennes, qui ont été créés par les traités. Nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Pour Pierre Papon, la CECA marque le premier pas significatif de la recherche européenne. Ce traité signé en 1951 permet de faire circuler librement le charbon et l'acier entre plusieurs pays. Ils ont eu, je dirais, l'idée de génie de lancer un premier programme de recherche, le premier programme européen sur le charbon et l'acier, pour améliorer la productivité des mines de charbon, pour améliorer la productivité dans la sidérurgie, mettre au point des nouveaux procédés, comme par exemple le procédé de fabrication de l'acier à l'oxygène, l'utilisation de l'électricité aussi dans la production de l'acier. Et ce traité, par ce programme, a été un succès. Lorsqu'il s'est terminé en 2002, tout le monde l'a reconnu. En 1957, naît l'Euratom qui met en commun les moyens consacrés à la recherche nucléaire. 3 ans plus tôt, c'est le CERN qui avait vu le jour. Ce laboratoire est dédié à la recherche fondamentale en physique des particules. Il va servir de modèle à une douzaine d'autres structures. Les réseaux scientifiques européens se développent, des habitudes de travail prennent corps. Certaines idées font mouche, comme celles amorcées dans le secteur biomédical dans les années 60. Et ce sont tous les travaux qui ont été faits au Royaume-Uni par le professeur Mansfield pour mettre au point l'imagerie par résonance magnétique, ce qu'on appelle l'IRM, imagerie par résonance magnétique, qui permet aujourd'hui de faire non seulement de la recherche dans un laboratoire, mais du diagnostic médical, de trouver une tumeur, même fût-elle très petite, dans le cerveau, et donc c'est devenu aujourd'hui un outil de diagnostic. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Dans les années
années 70, l'Europe emboîte le pas aux États-Unis et à l'ex-URSS en se lançant dans la conquête spatiale. Les années 80 sont celles du GSM qui chamboule la téléphonie en la rendant mobile. 200 pays et plus de 2 milliards d'utilisateurs l'adoptent. Quelques années plus tard, le physicien Tim Berners-Lee ouvre les portes du World Wide Web. En un clic sur son ordinateur, des informations du monde entier s'offrent à l'utilisateur. Tim Berners-Lee travaillait alors au CERN, devenu l'un des symboles de la recherche scientifique européenne. James Gillies a été témoin de ce moment historique. Voilà l'ordinateur que Tim Berners-Lee a utilisé pour créer des logiciels de base du World Wide Web. C'était marrant, très peu de gens comprenaient ce qu'il faisait. En mars 1989, il a présenté son premier rapport qui s'appelait Management de l'information, une proposition. Sur la première page, il y avait tout un tas de points, de cercles reliés l'un à l'autre. C'est un document très court. Dessus, le patron de Tim avait écrit « vague mais passionnant ». Au CERN, le World Wide Web a trouvé un terreau favorable à son essor. 7000 chercheurs du monde entier y développent des travaux qui ont parfois changé la face du monde. L'un des axes phares de ce début de 21e siècle concerne le mystère de l'antimatière et du Big Bang. John Ellis est physicien, il tente de le percer depuis 34 ans. Les progrès de la science dépendent du dialogue entre les théoriciens comme moi et ceux qui font des expériences. Ce que j'ai appris ici, c'est comment parler avec eux, comment travailler ensemble. Parfois, il faut trouver quelques compromis entre nos deux parties, mais je trouve cette collaboration très intéressante, très gratifiante. Une fois, je travaillais avec un jeune scientifique russe. Il étudiait un problème comme s'il était en train de jouer aux échecs. Il anticipait certaines actions pour voir leurs conséquences et ce qui arriverait si elles se produisaient. Ce que j'ai appris m'a beaucoup aidé. Et c'est grâce à cette collaboration européenne que le LHC est sorti de terre. Il s'agit d'un gigantesque collisionneur d'une circonférence de 27 km. Sa fonction, propulser des milliards de particules à une vitesse proche de celle de la lumière pour qu'elles entrent en collision. Le but est de recréer les conditions du Big Bang et d'en savoir plus sur les origines de l'univers. Le LHC sera exploité par le CERN. Il va entrer en fonction cette année. Giovanna Davac est physicienne au CERN. Ce que nous espérons, c'est que le LHC nous permette de trouver quelle particule donne de la masse aux autres particules. Si nous trouvons cette particule, nous pourrons aboutir à un modèle pour expliquer le Big Bang. Mais il y a peut-être d'autres modèles à envisager. Le LHC ouvrira de nouveaux champs de réflexion. Pour Giovanna Davac, cette expérience au CERN est unique. Ici, 36 nations travaillent ensemble, des gens venus du monde entier. C'est très stimulant. En plus, vous trouvez des spécialistes de tous les domaines. Il suffit de marcher un peu, de frapper à une porte, d'entrer et de poser ces questions sur le sujet dont vous avez besoin. Tous les chercheurs sont très ouverts. Mais à l'avenir, la donne va changer. La recherche industrielle n'est plus privilégiée. Les budgets se partagent avec la recherche fondamentale. À Bruxelles, le Conseil de la recherche européenne, l'ERC, en plein chantier, va consacrer 7,5 milliards d'euros à cette branche d'ici 2013. Son président, Fotis Kafatos. La mission de l'ERC est de permettre une qualité optimale de recherche dans tous les domaines en Europe. Notre unique critère, c'est l'excellence. Nous ne voulons pas compartimenter les projets de chaque nation, mais nous concentrer sur les meilleures opportunités partout en Europe. Un critère qui se heurte à une concurrence mondiale plus forte que jamais avec les États-Unis et la Chine, les deux premiers investisseurs au monde. Je pense qu'il faut donner une alerte. Les États-Unis ont dépensé en 2006 environ 100 milliards de dollars de plus pour la recherche fondamentale, appliquée, industrielle. C'est un écart qui risque, je dirais, de nuire à la compétitivité scientifique et technologique de l'Europe et à la compétitivité tout court de l'Europe. Il faut faire plus pour que l'Europe ait une vision de ce que la recherche peut lui apporter pour répondre à des défis de l'avenir et peut-être que dans quelques années, il y a aussi des nouvelles Marie Curie. 50 ans après ses premiers pas, la recherche européenne s'appuie sur des bases solides, mais elle se trouve maintenant confrontée aux mutations rapides du monde, à la concurrence entre les laboratoires. Pour rester compétitifs, les chercheurs aimeraient plus d'investissements pour prévenir la fuite des laboratoires et des cerveaux vers des destinations plus attractives.